Le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur les questions des inégalités de santé entre les femmes et les hommes est paru au mois de décembre et j'ai eu la charge de ce rapport qui a pour objectif principal de montrer comment se forgent les inégalités de santé entre les femmes et les hommes et aussi d'élaborer des moyens pour tenter d'y remédier. Alors, il est important de faire la distinction entre la notion de différence de santé entre femmes et hommes. Les différences de santé sont d'abord et avant tout liées à des différences d'ordre biologique. Il existe bien sûr des différences dans la génétique, dans la physiopathologie entre les femmes et les hommes, mais la notion d'inégalité fait davantage appel au rôle des facteurs de l'environnement social, culturel, économique, qui vont contribuer à des inégalités de santé qui sont d'abord et avant tout liées à des discriminations dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Et ce qui est important, c'est de réaliser que la notion de santé n'est pas simplement une question de biologie, c'est d'abord et avant tout une question de société. Et c'est une démarche qui est très importante à diffuser auprès d'un large public parce que cela montre à quel point certaines pesanteurs sociales, certains stéréotypes, certaines idées reçues existent, hélas, également dans la médecine. La médecine, comme le reste de la société, aussi est le fruit d'une histoire dans laquelle un certain nombre de préjugés liés au genre féminin et masculin peuvent encore exister. Oui, la question des inégalités de santé qui se traduisent par des inégalités dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale, cet état de fait qui, hélas, perdure encore en France et dans un certain nombre de pays, est lié à des raisons multiples. Et une des raisons est qu'il existe encore, hélas, dans les pratiques médicales et aussi dans l'attitude des patients, un certain nombre de stéréotypes liés au masculin et au féminin. On va prendre un exemple très concret de stéréotypes dans les maladies. C'est les maladies cardiovasculaires et en particulier l'infarctus du myocarde qui a longtemps et est encore, hélas, sous-diagnostiqué chez les femmes parce qu'il est considéré comme une maladie d'hommes stressés au travail. Or, depuis une quinzaine d'années, avec les modes de vie qui s'égalisent entre les femmes et les hommes, les consommations d'alcool, de tabac, la pénibilité au travail, le stress, eh bien, il y a eu une augmentation depuis 15 ans de plus de 20% du nombre d'infarctus chez les femmes jeunes. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'auparavant, on disait l'infarctus, les maladies cardiovasculaires, elles arrivent plus tard chez les femmes, environ 10 ans plus tard que chez les hommes. C'est lié au fait qu'à ce moment-là, les femmes sont ménopausées et que leurs hormones, les estrogènes, ne les protègent plus des maladies cardiaques. Donc, il y avait une sorte d'hypothèse majoritaire en disant tout ça, c'est lié aux hormones. Et en fait, on se rend bien compte que ce n'est pas lié aux hormones, puisque de nos jours, les infarctus sont de plus en plus fréquents chez les femmes donc de moins de 50 ans. Donc, ce qui est intéressant, ça montre que le fait de prendre en compte ces idées reçues sur l'infarctus maladie d'homme va nous permettre de poser des nouvelles hypothèses de recherche. Et ces nouvelles hypothèses de recherche, elles prennent en compte de façon très importante toutes les données en épidémiologie, en santé publique, en sociologie, qui montrent que l'infarctus du myocarde, par rapport aux pratiques médicales, est encore donc considéré comme une maladie d'homme et pas de femme, ce qui entraîne, en cas
de suspicion d'infarctus quand les personnes arrivent à l'hôpital, eh bien, les femmes sont prises en charge plus tard que les hommes. Et ça, ce sont des données qui portent sur des milliers de patients dans de très nombreux hôpitaux en France et ailleurs, en Europe. Donc, c'est un phénomène assez général, ces stéréotypes sur les maladies cardiaques. Et il y a aussi le fait que les femmes sont moins au courant des symptômes, des risques qu'elles peuvent courir, et donc elles vont minimiser ces symptômes souvent, et elles vont aussi appeler les urgences bien plus tard. Donc, il y a les stéréotypes, si vous voulez, ils touchent et les patients, les patientes, et le corps médical. Donc, ces notions-là montrent à quel point il y a encore un certain nombre de pratiques médicales qui doivent être vraiment améliorées. Donc, cela fait que, puisqu'il y a quelque part un défaut de diagnostic et de prise en charge, cela va entraîner que, en l'occurrence, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein n'est qu'à la 10e place. Et les femmes sont en plus sensibles aux maladies cardiaques. 56% des femmes en meurent contre 48% des hommes. Donc on est en fait dans un vraiment problème de santé publique, parce que ces maladies sont très invalidantes. Il est très important qu'il y ait des campagnes de prévention, par exemple, qui puissent être ciblées en particulier sur les femmes. Et il faut aussi qu'il y ait des formations adéquates pour les personnels soignants. Alors, un autre exemple de stéréotype dans les maladies, c'est la dépression. Il y a 2 fois plus de femmes qui souffrent de dépression que d'hommes. Et longtemps, on a privilégié l'hypothèse hormonale, parce que les femmes, avec leurs douleurs, avec les problèmes de menstruation, les problèmes de ménopause et autres, ça c'est vraiment un cliché où on laisse croire que les femmes sont victimes de leur corps, de leurs hormones, et que si elles sont déprimées, c'est à cause de ça. On a vraiment trop longtemps entretenu ce type de vision. En l'occurrence, maintenant, des études sociologiques extrêmement pertinentes, à nouveau qui portent sur de différents pays et sur des milliers de patients, montrent que un facteur majeur de dépression chez les femmes, c'est qu'elles sont plus exposées que les hommes à des risques de dépression. Ça veut dire que les femmes, comme on le sait, hélas, sont les premières victimes de la précarité économique. Les femmes ont également une charge mentale qui est doublée et même plus parce qu'il y a les charges domestiques et familiales qui se cumulent avec le travail. Et il y a aussi les femmes qui sont les premières victimes de violences et d'agressions sexuelles. Et donc, il y a vraiment une accumulation de facteurs de risque qui vont faire que les femmes sont en moyenne plus déprimées que les hommes. Vous voyez, c'est à nouveau une vision très large qu'il faut avoir sur la santé et ne pas se contenter d'explications uniquement biologiques, mais associer dans les recherches les sciences humaines et sociales, les recherches en santé publique, toutes les recherches en épidémiologie, qui vont nous permettre donc de croiser les données et ainsi de mieux soigner les femmes et aussi de mieux soigner les hommes, bien évidemment. Un autre point de préoccupation que nous avons abordé dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité concerne les risques croissants chez les femmes enceintes de malformation des fœtus, de problèmes de développement des enfants qui sont liés à la pollution croissante, que ce soit la pollution atmosphérique, la pollution chimique dans les eaux, dans les aliments. Et ce sujet-là, qui est encore très peu étudié, on doit vraiment avoir beaucoup de données pour comprendre de façon vraiment plus rationnelle et plus scientifique en quoi toutes ces
ces agents de l'environnement peuvent entraver une grossesse et avoir des conséquences chez les fœtus. La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a été une sorte de révélateur des inégalités de la répartition des tâches et des responsabilités entre les femmes et les hommes. Hélas, cela a été pour les femmes une surcharge de travail, non seulement s'occuper, assurer les tâches professionnelles, mais en plus s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. Et comme vous le savez aussi, le confinement a entraîné aussi une augmentation des violences. Donc, il y a eu vraiment une prise de conscience de la vulnérabilité particulière des femmes suite au confinement. En ce qui concerne maintenant les taux de mortalité, en général, dans de nombreux pays, on observe que les hommes ont un taux de mortalité supérieur à celui des femmes, mais en fait, ce n'est pas une règle générale. Une étude extrêmement documentée aux États-Unis, où on a regardé de très près tous les chiffres dans les 50 États des États-Unis, eh bien, on s'aperçoit que dans certains États, il y a plus d'hommes qui décèdent de la Covid, mais dans d'autres, il y a plus de femmes qui décèdent de la Covid. Et ça montre à quel point les chiffres bruts n'ont pas grand sens. Parce que, en fait, le taux de mortalité, il est lié non seulement au virus en tant que tel, mais aussi à ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire le fait d'avoir développé d'autres types de maladies qui vont se cumuler avec la Covid. Il y a aussi l'âge qui est très important. Dans certains États aux États-Unis, où il y a souvent beaucoup de personnes âgées, il y aura donc statistiquement plus de femmes que d'hommes. Eh bien, dans ces États-là, on verra plus de femmes qui meurent de la Covid que les hommes, tout simplement parce que la pyramide des âges dans le pays, dans l'État en question, a un certain profil. Donc, vous voyez, ça montre à nouveau à quel point il est tellement important d'associer dans des recherches pluridisciplinaires et le monde médical et le monde de la recherche fondamentale en biologie et aussi toutes les sciences humaines et sociales. Dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité, dont le titre quand même est éloquent puisqu'il s'intitule « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner, un enjeu de santé publique ». Donc j'espère vous avoir convaincu qu'il s'agissait bien d'un enjeu de santé publique et nous nous contentons non pas de faire une sorte d'état des lieux des connaissances sur les causes et la réalité des inégalités de santé entre les femmes et les hommes, mais nous formulons aussi un certain nombre de recommandations. Il y en a une quarantaine et nous avons quelques recommandations phares. En particulier, mettre un accent avec une politique vraiment très volontariste pour améliorer la formation des personnels soignants sur toutes les questions liées aux stéréotypes associés au genre, mais aussi sur la dimension sociologique des pathologies. Et pour cela, il faut instituer des formations obligatoires au niveau de la formation initiale pour les étudiants dans toutes les professions de santé et aussi des formations pour les médecins en traitant et les personnels actifs dans une démarche de formation continue. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très peu développé en France comparativement à d'autres pays, surtout au nord de l'Europe. Donc la France est en retard vraiment sur ces questions-là. Et nous souhaitons également voir la création d'une institution de recherche publique dédiée à la thématique femmes, genre et santé, comme cela existe également dans les autres pays européens, surtout d'Europe du Nord, parce qu'il est
si on veut comprendre comment ces inégalités de santé à nouveau persistent, hélas, malgré quand même beaucoup d'efforts, eh bien, il faut des activités de recherche en amont qui essayent de comprendre précisément l'interaction entre les facteurs biologiques et les facteurs socio-culturels. Et à nouveau, il faut un effort de recherche pluridisciplinaire très important qui n'est pas suffisamment développé en France.